Donc, nous sommes avec nos différents participants et on va prendre maintenant le temps pour cette dernière séquence de parler des initiatives émergentes. Donc, pour commencer cette séquence, eh bien, nous allons avoir deux interventions sur des aspects comme l'ensemble de cette journée, sur les aspects recherche et scientifiques, et une dernière partie d'intervention avec des initiatives sur les différents territoires. Et on aura l'occasion d'échanger et de continuer à échanger par les questions sur le même mode que tout à l'heure avec le système Woodclap. Vous avez compris, vous posez vos questions. Alors, j'accueille maintenant Nathalie Joly. Nathalie, vous êtes, on peut se tutoyer, tu es avec nous, tu m'entends Nathalie? Oui, très bien. Alors, Nathalie, je vais te présenter. Donc, Nathalie Joly, tu es enseignant-chercheur à AgroSup-Dijon et maître de conférence en sociologie. Et tu interviens dans l'équipe de l'UMR Césaire pour tes travaux de recherche. Et tu vas nous parler de la thématique entrepreneur de la transition agroalimentaire. Qu'apprend-on des initiatives émergentes? Pardon. Je te laisse la parole. Bon, tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de présenter mon travail. Je vais essayer de tenir les délais. Dans deux premières diaporamas, je vais vous présenter les cadres conceptuels de la transition et ce que j'en retiens pour aborder mon domaine d'études, à savoir un focus sur les façons dont les agriculteurs s'engagent dans des transitions alimentaires. Je vous présenterai deux études de cas que je mettrai en comparaison, l'une dans le Jura, l'autre en Côte d'Or. Il s'agira de mettre en exergue les justifications de ceux qui se lancent dans ces initiatives et le travail entrepreneurial accompli pour les mener à bon terme. Les premières diapos seront un peu denses, bien évidemment, avec des références. Et puis ensuite, j'espère ne pas vous ennuyer en rentrant dans le concret et en vous donnant des illustrations d'initiatives. Alors, je vais présenter les initiatives de deux collectifs d'agriculteurs qui se sont récemment tournés vers des circuits de proximité. J'ai rencontré ces collectifs dans le cadre de recherches menées au Césaire, l'une portant sur les nouvelles formes d'entrepreneuriat en agriculture et l'autre sur les transformations des métiers d'élevage. Les enquêtes ne sont pas terminées, les résultats que je vous présente sont donc provisoires. Ma question de départ était la suivante. Que font les agriculteurs face aux demandes d'alimentation de proximité venant des consommateurs et aujourd'hui soutenues par les pouvoirs publics et les acteurs des territoires? L'objectif des enquêtes est de cerner les motivations des agriculteurs à se constituer en collectif pour vendre leur production et d'étudier de près leur démarche entrepreneuriale. Je vais d'abord dire un mot du cadre théorique à partir duquel j'aborde ces initiatives, puis je présenterai les deux cas étudiés. Trois grands constats ressortent de la littérature sur les transitions agricoles et alimentaires. Premier constat, le régime socio-technique en place apparaît souvent comme un frein au changement. Les acteurs faisant partie des organisations de marché, des filières, des administrations, des réseaux de développement, cherchent à se maintenir en place en sélectionnant les innovations qui ne remettent pas fondamentalement en cause leur rôle ni leurs intérêts. Les innovations radicales qui seraient nécessaires pour accentuer la transition ne s'opèrent donc qu'à la marge du régime socio-technique, ce que Giles et Schott appellent des niches. Si l'on adopte ce cadre général, pour penser la transition agricole et alimentaire, on voit de fait que les innovations les plus porteuses sont contenues dans des niches. C'est le cas par exemple de la permaculture, des circuits courts et aussi de l'agriculture bio, si l'on s'en tient au pourcentage des exploitations concernées de l'ordre de 5 à 20%. On remarque cependant qu'il y a des liens entre niches et régimes socio-techniques et de nombreux emprunts. Par exemple, les agriculteurs bio ont besoin des acteurs classiques des filières pour vendre une partie de leur production. Inversement, les agriculteurs conventionnels s'inspirent des pratiques alternatives, par exemple des techniques culturales de la bio, ou encore ils s'intéressent au système de panier des AMAP. Il y a donc de nombreuses formes d'hybridation entre niches et régimes, comme l'ont souligné les travaux de Ronan Levelli. Un premier niveau d'analyse que je propose ici sera de voir quelle prise de distance et quelles attaches les initiatives étudiées gardent vis-à-vis du système conventionnel. Deuxième constat, les recherches en sociologie des agriculteurs, entre autres celles menées à Dijon, ont depuis longtemps mis en lumière le rôle des collectifs pour susciter des débats sur les changements de pratiques. Ces collectifs sont des lieux de partage d'expériences et donc d'apprentissage.
Un second niveau d'analyse visera à cerner ce que la dimension collective apporte aux agriculteurs qui sont prêts à s'engager dans la transition alimentaire. Troisième constat, ceux qui innovent ne sont pas forcément des entrepreneurs dotés d'une clairvoyance tout à fait exceptionnelle, comme le pensait Schumpeter. En réalité, ils sont moins visionnaires que prévu et ils tâtonnent à leur début. C'est à la faveur d'interactions et d'apprentissage chemin faisant que les entrepreneurs bâtissent leur stratégie. Comme le résume Giraudot dans une formule suggestive, l'entrepreneur n'est pas schumpeterien, il le devient. Un troisième niveau d'analyse cherchera donc à saisir le travail entrepreneurial, entendu comme une activité relationnelle, menée par les agriculteurs innovants. Je vais vous présenter maintenant les deux études de cas. La première concerne le territoire du Val d'Amour et le projet d'un marché local à la ferme via l'association Terre des Merveilles. Alors, deux mots sur le territoire. Le Val d'Amour, c'est un territoire rural donc du Jura, où l'agriculture reste au cœur de l'activité économique, un territoire attractif en termes de population du fait de sa proximité aux agglomérations de Dole et de Besançon, et qui bénéficie d'aménités paysagères, eau et forêt, pour le tourisme. La ferme de Germignet est le lieu où le projet a émergé, et ce dernier prend appui sur une dynamique préexistante de vente directe à la ferme. Un mot sur cette exploitation, son évolution représentative de la modernisation agricole, vous le voyez dans l'encadré, avec un fort agrandissement. En 3 générations, on passe de 30 hectares à 300 hectares de terre, de SAU. Comme beaucoup de fermes, celle de Germigny a abandonné le lait à la fin des années 70 pour une spécialisation en céréales, en conservant toutefois une originalité, c'est-à-dire un petit atelier de bovins avec de la vente directe. En 2000, un atelier découpe est créé avec vente à la ferme à la faveur d'un contrat territorial d'exploitation. Puis en 2004, c'est la création de l'huilerie artisanale avec une vente sur les marchés en magasin. Aujourd'hui, la production s'élève à 45 000 litres par an. En 2018, les 300 hectares de céréales sont convertis à l'agriculture biologique et en 2019, l'association Terre des Merveilles est créée en vue d'organiser ce fameux marché à la ferme de Germignet. Le propriétaire de la ferme, Emmanuel Augier, en est l'artisan. Il a permis l'installation de 2 hors-cadres familiaux sur ses terres, un maraîcher et un éleveur de porcs fermiers plein air en bio, en leur facilitant l'accès au foncier. Pour le premier, 2 hectares vendus et pour le second, environ 14 hectares cédés en bail. Une éleveuse de volailles de Bresse AOP et une transformatrice de yaourt laitier en bio se sont également jointes à ce projet de marché local. La ferme de Germignet. Voilà. La ferme de Germignet, un rêve partagé. Il s'agit de la couverture d'un film qu'a réalisé Emmanuel Augier pour transmettre un certain nombre de messages. Alors, le but de l'association, c'est d'offrir, d'organiser avec l'objectif d'offrir une gamme de produits de haute qualité. Il est prévu de développer aussi des synergies entre les systèmes de production. Par exemple, de nourrir les porcs avec les céréales bio de la ferme, d'embaucher un boucher en commun pour la découpe et transformation des porcs et des bovins, et d'utiliser par exemple les légumes du maraîcher dans les préparations culinaires. Le film dont je vous ai parlé décrit la vision de l'agriculture, et c'est Emmanuel Augier qui l'a conçu à destination des visiteurs de passage dans son magasin de vente, également à d'autres publics, des étudiants, des professionnels de l'agriculture. Il y a effectivement une salle de projection qui jouxte le magasin de la ferme. Cette salle est aussi prêtée potentiellement à des soirées débats, des spectacles, bref, elle est un lieu à disposition de la population locale afin de renforcer les liens sociaux.
Pour finir et souligner les valeurs partagées par les membres de l'association, on peut parler d'une certaine joie de créer une nouvelle formule, forme économique. C'est la formule de Schumpeter, l'esprit qui vient caractériser l'esprit de l'entrepreneur. Et on trouve cela très clairement exprimé dans les propos d'Emmanuel Augier, par exemple l'idée qu'on veut creuser tous ensemble, je le cite, les 5, c'est de reprendre du savoir-faire et de la valeur. Ce message est diffusé aux visiteurs de la ferme. Vous avez le verbatim sur la diapo. Chaque fois qu'on a des groupes, on essaie de dire au grand public, qui sont les consommateurs, qu'on peut réinvestir le champ économique et créer de nouvelles relations et réinventer des choses. Deuxième initiative, celle du GI2E Côte Verte dans le pays Haut-Soie-Morvan. Le pays Haut-Soie-Morvan se situe à l'ouest du département de la Côte d'Or, à environ 60 km de Dijon. C'est une terre d'élevage en plaine et avec des grandes cultures sur les plateaux, des cultures qui sont affectées par les épisodes de sécheresse liés au changement climatique depuis quelques années. Le pays a voulu apporter une valorisation territoriale il y a environ 10 ans aux productions agricoles en créant la marque Haut-Soie naturellement, mais sans beaucoup de succès, la demande n'étant pas là. La filière bovin allaitant du territoire est structurée autour de l'export de taurillons. La coopérative FEDER est le principal opérateur. C'est dans ce contexte que le GI2E Côte Verte est créé en 2019 sur l'incitation d'une vétérinaire soucieuse de maintenir la vitalité de l'élevage allaitant dans le territoire et également suggérant l'inscription de ces éleveurs dans la démarche de relocalisation alimentaire de la métropole dijonnaise avec le projet TIGA. La volonté de reprendre en main le marché tient au sentiment d'une impasse partagée par ces éleveurs. Quelques propos du président, on ne margeait plus, on était sur des marchés conventionnels de masse, mélangés avec des producteurs qui ont des gros ateliers d'engraissement, avec des coûts alimentaires beaucoup plus bas que les nôtres. 7 agriculteurs en polyculture élevage, dont 3 ayant des expériences préalables mais modestes de circuits courts, vont s'engager donc dans la démarche, dans le projet collectif de GI2E. Le statut de GI2E engage bien sûr les éleveurs à faire évoluer leurs pratiques sur le volet environnemental, économique et social. Cela leur permet aussi de financer un temps d'animation pour le collectif. Alors, ce projet est issu donc de synergie entre des éleveurs prêts à fonctionner en collectif et à reprendre la main sur le marché, des politiques territoriales et des acteurs économiques favorables à la relocalisation alimentaire. Il y a un projet de PAD dans le pays, un intérêt de la métropole dijonnaise à approvisionner les cantines en viande de qualité. L'abattoir local, à quelques kilomètres, à Vénaré-les-Laumes, est habitué au grand volume, mais il a accepté après négociation de prendre quelques bêtes du GI2E. Comme la commercialisation est une fonction aléatoire et pour être plus résilient, l'objectif du GI2E a été de diversifier sa stratégie de débouchés avec une idée qui est martelée auprès de chaque client et que vous avez en verbatim orange résumé. Quand ils achètent notre viande, ils achètent aussi un cours d'eau, une haie, la polyculture élevage, l'autonomie sur nos exploitations, ce qui est le propos du président. Alors, quels sont ces débouchés? Il y a la vente directe en caissette aux consommateurs. Au départ, c'était une clientèle modeste, composée de proches. Elle s'est étoffée durant le premier confinement grâce à des livraisons à domicile. Ensuite, il y a des ventes à 2 GMS de proximité dans les bourgades aux environs. Là aussi, c'est une initiative qui s'est développée durant le premier confinement, ce qui donne lieu à des débats internes car la stratégie GMS peut faire concurrence à la vente directe, sauf à poser des conditions comme celle de s'engager à valoriser la qualité des animaux et le terroir dont ils sont issus. Troisièmement, il y a donc un projet de contrat en restauration collective en cours de finalisation qui va demander une augmentation, une régularité des volumes et qui se fait en lien avec la demande de Dijon Métro.
Il y a eu aussi un contrat avec un restaurateur qui assure un débouché régulier intéressant sur Dijon, mais cela s'est conclu par un échec car le contrat moral n'avait pas été respecté, notamment celui de ne pas mélanger la provenance des pièces de viande. Pour le moment, la découpe et la mise en caissette se fait avec un opérateur qui n'est pas local, mais basé en Saône-et-Loire. Et donc, le chantier de l'année 2021 du GIE2E, c'est de créer un atelier de découpe multi-espèces pour mieux maîtriser l'organisation logistique et aussi augmenter sa plus-value, avec l'appui sans doute du pays. Quelques éléments de conclusion sur le travail entrepreneurial, le rôle du collectif et puis les visées de ces deux projets, de ces deux initiatives. Alors, si on regarde la ferme de Germignet, le collectif s'est constitué pour étoffer la gamme de produits. Il résulte d'une approche mûrie sur le temps long, avec de nombreuses pistes d'information, prises d'information, d'échanges. Et c'est le propriétaire de la ferme de Germignet qui en est l'artisan. Les enjeux pour lui étaient de s'entourer d'associés partageant les mêmes valeurs de métier, une vision du changement qui dépasse la seule perspective agricole, on l'a vu. La revitalisation du tissu rural est un objectif aussi important. Et enfin, la promotion d'une nouvelle forme d'agriculture, celle qui émane et qui est portée par l'association Terre des Merveilles, conduit à rompre progressivement les attaches avec le régime socio-technique actuel. Du côté du GIE2E Côte Verte, on a un collectif qui s'est constitué pour grossir, entre guillemets, l'offre d'un produit unique. Ce collectif a saisi une opportunité des soutiens institutionnels et politiques. Les enjeux principaux vont être de définir des règles de fonctionnement concernant par exemple les apports d'animaux par éleveur, la répartition des bénéfices et les critères de finition des animaux. Cela va aussi impliquer de mettre en place des plannings de livraison et puis enfin de définir une charte d'entrée dans le GIE2E, certains exploitants étant proches de la retraite et plusieurs postulants pour entrer dans le GIE2E s'étant manifestés. Il s'agit ici avant tout de promouvoir un outil économique qui hybride à la fois des formes conventionnelles sur le volet production et commercialisation et des alternatives en matière de mise en marché. Merci. Merci Nathalie pour cette présentation. Donc on va enchaîner directement comme je vous le présentais tout à l'heure. J'accueille maintenant Gaëtan Mangin. Bonjour Gaëtan, vous êtes avec nous en direct. Bonjour à tous. Bonjour, alors Gaëtan, vous êtes doctorant en sociologie à l'Université de Bourgogne, au laboratoire LIR3S, laboratoire interdisciplinaire de recherche, société, sensibilité et soins, et vous êtes coordinateur de recherche au Living Lab à la Maison des sciences de l'homme à Dijon. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? C'est bien ça, c'est parfait. Et donc, vous allez nous présenter la thématique suivante, la démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale. À vous, Gaëtan. Un tout petit point sur le Living Lab. Donc, c'est un laboratoire d'innovation territoriale pour la transition sociale et écologique qui est hébergé par la MSH de Dijon et qui expérimente des méthodes de recherche transdisciplinaires, c'est-à-dire interdisciplinaires et puis participatives. Le Living Lab rassemble 9 chercheurs d'horizons divers, économie, aménagement, sociologie, sciences de l'éducation, pour citer que ces disciplines. Il est dirigé par Dany Lapostole, qui est maître de conférence en aménagement du territoire, qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible pour la présentation ce jour et qui s'en excuse. Donc c'est moi qui vais vous présenter le programme POPSU. Donc, je vais vous présenter tout de suite. POPSU, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme d'observation des projets de stratégie urbaine qui est divisée en 2 branches. Donc, POPSU Métropole, qui s'intéresse donc au territoire plutôt des grandes villes, et puis POPSU Territoire, qui s'intéresse plutôt aux villes moyennes et petites villes. Donc, c'est un programme, un POPSU sur la petite ville de Tournu que j'ai pris moi-même un petit peu en cours de route à mon arrivée, puisque je vous disais que j'étais relativement récent au Living Lab.
Avant tout, pour bien comprendre, je vais revenir un petit peu sur le contexte qui est celui de Tournu, hein, à l'arrivée du programme POPSU. Tournu, c'est donc une commune située entre Dijon et Lyon, pour le dire un peu simplement, en presque à mi-chemin, et qui fait partie de la communauté de communes du Mâconnais tournujois. En 2017, Tournu a connu une vive opposition au projet de centre commercial Leclerc qui devait s'installer sur à peu près 20 000 mètres carrés de terres agricoles, alors que de nombreuses grandes surfaces existaient déjà sur le territoire de Tournu. Et donc, au sein de la municipalité, il y a eu une association qui s'est créée, Tournujois Vivant, qui avait pour but de s'opposer à ce projet. Et donc, il y a eu un phénomène de démission massive au sein du conseil municipal qui a conduit à terme à l'éviction du maire et à de nouvelles élections. Donc, une nouvelle municipalité a pris place dans cette petite ville au tissu associatif dense et dynamique. On recense à peu près 120 associations sur ce territoire. Et puis donc, POPSU est arrivé un petit peu après, donc je dirais au bon moment. Tournujois Vivant, donc, et puis l'association, enfin le conseil municipal, pardon, travaillait sur des chantiers d'alimentation, mais manquait un petit peu de structuration, de méthode. Et donc, le programme POPSU, qui a démarré en 2019, a permis de structurer un petit peu ces initiatives. L'objectif, c'était de promouvoir la démocratie alimentaire par le biais d'une recherche donc transdisciplinaire. Donc, transdisciplinaire, c'est-à-dire interdisciplinaire, parce que des chercheurs de disciplines diverses travaillent sur ce programme POPSU, et puis participatif, parce qu'on travaille avec des acteurs d'horizons variés, des élus, des associatifs, des citoyens et d'autres encore. L'objectif, donc, c'était, sur ce programme POPSU à Tournu, de permettre un accès de tous à une certaine alimentation, avec une volonté de reconnecter un petit peu la production, notamment l'agriculture, et la consommation, donc les consommateurs, une conséquence directe de l'opposition à l'implantation de ce centre Leclerc. Donc Tournu, voilà, je vous ai mis sur la carte, ça se situe ici. Et puis donc voilà un petit peu ce que j'expliquais. L'enjeu, donc, c'était de faire du tournujois, du territoire tournujois, un espace, on pourrait dire, de capacitation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de comprendre comment, finalement, le territoire peut être un espace de capacitation pour les individus, quelles sont les ressources potentiellement activables du territoire, ou saisissables, qui pourraient permettre aux individus, aux collectifs, d'être et de faire ce qu'ils valorisent. L'idée, c'est ça, d'accéder à la vie à laquelle ils aspirent et comment y accéder. Comment le territoire finalement pourrait combler le fossé entre ce que je vis et ce que je souhaite vivre, ce à quoi j'aspire. Quelles ressources peuvent nous permettre d'accéder à davantage de justice sociale et environnementale, et puis réduire ce qu'on pourrait appeler la fracture alimentaire et sociale. Les méthodes donc de travail sur ce projet, on a travaillé surtout par atelier de recherche participative. Donc, des ateliers ouverts à tous, de travail collectif, qui ont rassemblé principalement ici des élus, des membres d'associations, représentants d'associations aussi, et puis les chercheurs. Et puis quelques citoyens aussi intéressés par la démarche. Le principe dans ces ateliers, c'est vraiment la convivialité, que chacun puisse prendre, donner, recevoir sa part. Rapidement, il y a une bonne synergie qui s'est mise en place entre les acteurs associatifs, les chercheurs, qui ont pris part aussi aux réseaux locaux. Et puis donc, c'est mis en œuvre une démarche de diagnostic en vue de prévoir des actions sur le territoire. Et donc ici, on s'est appuyé surtout sur la méthode Living Lab, qui est celle de former des publics. C'est-à-dire de permettre aux individus de se saisir d'une approche scientifique de la réalité sociale, et puis aussi des méthodes d'enquête universitaire, donc focus group, observation, entretien, questionnaire, par exemple, avec comme objectif de rendre intelligibles les situations vécues, d'expliciter ses aspirations, de comprendre les freins du territoire, et puis, in fine, bien sûr, d'impulser des actions pour ce territoire, avec l'idée sur Tournu, donc, de se diriger vers un PAT à terme, un plan alimentaire territorial. Et donc, ces ateliers avec comme principe clé aussi la symétrie des savoirs. Symétrie des savoirs, qu'ils soient des savoirs de terrain, des acteurs de terrain, et puis des acteurs scientifiques. Donc, au fil des décisions, plusieurs enjeux sont apparus, notamment la libération du foncier suite au départ en retrait des exploitants, l'installation de nouveaux agriculteurs, la réorientation de la production locale vers la fourniture de circuits localisés, le renforcement ou le développement d'un type de distribution, à savoir plutôt ici donc les magasins de producteurs, AMAP, épicerie sociale, et puis l'approvisionnement des restaurations collectives. Donc tout ça,
C'est un petit peu structuré au travers des ateliers de travail. Et puis, c'est structuré donc petit à petit autour de 3 axes prioritaires pour les participants de POPSU. Donc là, c'est surtout des choses qui viennent du terrain, hein, des ateliers. Le premier, c'est permettre l'accession à une alimentation de qualité pour tous. Le second, c'est faire de Tournujois un territoire de production agricole. Et puis, enfin, renforcer aussi les initiatives d'autoproduction. Et donc, ces 3 axes, ces trois buts ont donné lieu à 3 axes d'enquête. Et donc, que je vais vous détailler ensuite là dans ce petit tableau. Donc, sur la question de l'accès à une alimentation de qualité, on a réalisé, donc, quand je dis on, c'est les chercheurs, mais c'est aussi bien sûr les gens avec qui on a travaillé sur Tournu, et puis avec qui on continue de travailler aussi, hein. Donc 4 focus groupes qualitatifs donc, ont été menés auprès de 4 publics différents, avec une étudiante stagiaire d'AgroSup, notamment ici, qui a travaillé sur le protocole des focus group dans le cadre de son mémoire, avec donc un protocole standard qui visait à expliciter les différentes représentations de ce qu'est une alimentation de qualité. Donc 4 publics, je le disais, des citoyens engagés de Tournu, donc des associatifs principalement, la communauté, pourrait-on dire, des parents d'élèves, en questionnant ici un petit peu la question des modes de vie quotidiens, de la quotidienneté, et puis la question de la pédagogie aussi. Ce qu'on a appelé la communauté villageoise, qui est finalement une communauté organisée autour de la commune de Mansay, et puis qui, depuis quelque temps, se préoccupe des problèmes qui peuvent exister par rapport à la question de l'alimentation sur Mansay. Donc un public déjà formalisé. Et puis la question de l'épicerie sociale et solidaire, ici avec un élargissement, avec un chercheur, Alex Roy, de l'Adréal, qui a travaillé avec ATD Carmonde sur la question de l'empowerment, et du travail avec les publics précaires, qui est un public qu'on approche quelquefois différemment. Voilà. Sur la question de la production par les professionnels, donc on a fait passer un questionnaire auprès de l'ensemble des producteurs du territoire, selon des critères établis ensemble, pour déceler un petit peu quel type de production, dans quel type de production s'inscrit tout un chacun. Et puis actuellement, donc il y a encore une phase de terrain qui est en train d'être mise en œuvre par 9 étudiants d'AgroStup qui effectuent un diagnostic territorial par le recensement des acteurs autour de 3 axes, les producteurs, les transformateurs et puis les distributeurs. Et puis enfin, donc la production domestique, pourrait-on dire. Ici, c'est un questionnaire qui a été passé en vue de comprendre un petit peu les désirs et puis les freins de la population, en vue d'accéder à des données chiffrées et représentatives grâce à un échantillonnage réalisé ici par une citoyenne engagée de Tournu, qui a travaillé avec nous, et puis qui est donc statisticienne. Et donc ici, 4 étudiants, sociologues de Dijon, et puis des étudiants d'AgroSup, 4 en tout, ont réalisé sur les marchés de Tournu ces questionnaires-là. Donc ça, c'était la partie diagnostic territorial qui touche maintenant à sa fin, sauf sur la question de la production par les professionnels, où donc se développe encore un petit peu le diagnostic. Et puis donc, on termine un petit peu là maintenant la partie d'analyse des données sur les 2 autres. Et donc, on arrive sur un second temps. On arrive sur un second temps qui est celui de la publicisation de ce diagnostic, et puis la volonté de mobiliser la diversité des acteurs du territoire, avec l'objectif d'élargir à la fois aussi le groupe des participants. Pour ce faire, on avait prévu le 7 novembre une journée d'études de cas publics qui, bien sûr, a été annulée à cause du reconfinement et qui sera déplacée sans doute en janvier ou début février au plus tard, on l'espère. Elle avait pour but, cette journée d'études de cas publics, une première restitution publique du travail qui a été fait, de ce qui ressort un petit peu de ce travail, et puis avec une volonté aussi de faire travailler les gens qu'on avait prévu d'inviter, donc des élus, des citoyens, des associatifs, pour faire discuter autour des 3 axes. Donc des gens finalement qu'on n'a pas eu encore en atelier, parce que c'est constitué un noyau dur finalement autour de POPSU. On travaille aujourd'hui avec une dizaine, une quinzaine de personnes, et le but c'est maintenant de faire nombre. Et donc le but c'était de discuter autour des 3 axes et puis de faire émettre des propositions, notamment ici autour d'enjeux saillants qu'on retrouve sur le terrain. Et ces enjeux saillants, donc, ce sont les suivants, pardon. C'est donc, pardon, excusez-moi.
sur la question donc, de l'accès à l'alimentation de qualité, eh bien, un enjeu de mobilité pour l'accès à cette alimentation, soulevé notamment ici par la problématisation du financement d'un camion réfrigéré pour l'épicerie mobile locale qui existe depuis les années 30, mais aussi la question de l'approvisionnement de l'épicerie sociale qui existe sur Tournu à destination des publics les plus précaires. Sur la question de la production domestique, l'enjeu qui a été mis au jour, c'était un enjeu de mise à disposition des espaces, d'équipements et de compétences qui permet l'accès à l'autoproduction. Et puis sur la question de la production par les professionnels, pour l'instant, un enjeu qui ressort beaucoup, c'est l'enjeu de libération du foncier et de transmission des exploitations. Et donc, il y a une volonté, comme je le disais aujourd'hui, de faire nombre, une nécessité d'élargir le noyau dur des participants pour pouvoir porter la voix des initiatives. Et on a un objectif aujourd'hui qui est celui du maillage interassociatif, avec une expérimentation à venir de couplage notamment d'associations autour de projets communs. Ici, par exemple, on souhaiterait coupler éventuellement une AMAP avec l'épicerie solidaire sur la question des produits à fournir à cette épicerie. Le but, c'est bien de passer du niveau associatif au niveau politique maintenant, de parvenir à passer de cette communauté d'acteurs-enquêteurs à une communauté élargie prompte à se heurter aux instances politiques, à partir d'une problématique qu'elle maîtrise cette fois, de projets parlants et puis de propositions de méthodes pour interpeller les élus au travers notamment d'un projet alimentaire territorial, d'un plan alimentaire territorial, qui se basera aussi sur des projets qui sont déjà en cours, comme l'approvisionnement des cantines par du bio et du local, par exemple. Et ça, donc, c'est ce qui est en train de se faire via la journée d'études de cas qui est prévue, mais aussi au travers d'un travail qui sera fait prochainement en chambre, je dirais, mais avec les enquêteurs de Tournu. Et ce travail qui va reprendre et synthétiser un petit peu les résultats obtenus pour produire un document en 3 parties. La première partie, ce sera diagnostic, la seconde, préconisation, et puis la troisième, je dirais, ce serait un cri de ralliement, quoi. C'est un document qui va nous servir à faire nombre, justement, à inviter tout un chacun à rejoindre la dynamique d'enquête et puis maintenant, surtout, la dynamique d'interpellation des élus par les préconisations. Tout cela en prenant bien sûr des pincettes, parce que permettre à chacun de s'y retrouver, c'est fondamental pour nous, et notamment parce qu'on est parti d'un constat qui est que l'écologie, c'est pas toujours ce qui nous rassemble, c'est aussi ce qui nous divise, ou ce qui peut nous diviser. Pour conclure rapidement, avec POPSU, on sort vraiment des cadres standards, des logiques du haut vers le bas. Ici, c'est la démarche participative qui permet de mobiliser le secteur associatif dans l'objectif d'interpeller les pouvoirs publics. Donc, ce sont bien les besoins sociaux qui remontent. Donc, on se pose la question de savoir finalement comment on organise pour faire remonter ces besoins, ces aspirations. Qu'est-ce qu'on construit c'est ce qu'on construit, chemin faisant, avec le but de rompre avec l'idée d'un public attentiste et puis surtout de faire en sorte que les pouvoirs publics soient mis au service du problème à traiter. Et on a d'ailleurs fait un point ce matin avec, quand je dis ce matin pour vous, ce sera du coup mercredi dernier, avec le pilotage de POPSU qui nous a exprimé le fait que le projet et la démarche intéressent notamment le ministère de la Transition, parce que il y a ce constat que jusqu'ici les villes moyennes ont été un petit peu mises de côté sur ces politiques. L'idée, c'était beaucoup jusqu'alors qu'elles bénéficieraient d'un phénomène de ruissellement un petit peu des grandes métropoles, et puis ça, c'est un postulat qu'on est en train de beaucoup remettre en question aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un intérêt particulier donc, sur les questions alimentaires, notamment avec l'idée, ce qui séduit, c'est aussi l'approche ad hoc pour une ville moyenne, qui intéresse notamment le ministère de la Transition aujourd'hui, qui avait laissé un petit peu ces questions-là au ministère de l'Agriculture jusqu'à aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi bénéficier d'un appui du ministère pour prolonger ce travail après POPSU. C'est aussi notre but, c'est de pouvoir continuer l'accompagnement de Tournu au-delà de ce programme POPSU. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger par la suite sur ces questions. Effectivement, Gaëtan, on aura l'occasion d'échanger puisqu'il y a déjà de nombreuses questions, tant pour vous que pour Nathalie. Mais comme je vous l'ai promis, on va faire un beau débat après ces 4 interventions. Et tout de suite, sans transition, je vais maintenant appeler Philippe Lemonceau, directeur de l'UMR Agroécologie, et aussi sous sa casquette d'adjoint à Dijon Métropole, à la délégation Transition Alimentaire, Plan Alimentaire Territorial, TIGA,
restauration collective et conseiller municipal de Dijon. Bonjour à tous et toutes. Je précise que ce projet TIGA que je vais présenter brièvement, il est maintenant sous la direction scientifique de Sophie Niklos, ici présente. Donc, ce projet, comme c'est indiqué, concerne Dijon, concerne la métropole, concerne l'aire urbaine qui est représentée ici avec un contour bleu et implique les territoires associés qui sont entourés. On a entendu parler tout à l'heure, Nathalie Joly, des aspects viande, évidemment, qui ne sont pas produits dans l'aire urbaine, mais dans les territoires associés. Et donc, ce territoire qui correspond à un Living Lab présente l'atout d'avoir à la fois des zones urbaines et des zones rurales, donc de production. Donc, en fait, ce projet, il a pour vocation à démontrer à une échelle territoriale que la transition alimentaire qui se fait de l'amont vers l'aval a pour enjeu à la fois des aspects environnementaux, mais également des aspects économiques et des aspects sociaux. Donc, cette transformation du territoire, elle doit être bonne à la fois pour l'environnement, mais également pour l'économie et pour la cohésion sociale. Alors, le principe fondateur de ce projet, c'est que le mieux manger, donc il en a été question à plusieurs reprises, donc à redécliner ce qui est derrière le mieux manger, mais que le mieux manger doit promouvoir le mieux produire, et qu'en retour, le mieux produire permet le mieux manger. Donc, c'est bien parce qu'il y aura une évolution des modes alimentaires et d'une demande de produits de qualité que ça va inciter les agriculteurs et les transformateurs à faire évoluer leurs pratiques et qu'en retour, l'évolution de ces pratiques va se traduire par une meilleure alimentation, sachant que toute cette dynamique, elle a pour vocation d'être utile au bien-être des citoyens, mais d'être utile aussi aux acteurs. Donc, en fait, on a le mieux produire en vert, le mieux manger en orange. Je ne rentre pas dans les détails, on n'en a pas trop le temps, mais on pourrait y revenir dans le jeu questions-réponses. Et puis, chacun de ces grands axes se décline en actions pour lesquelles on va donner quelques illustrations. Et ces actions ont chacune un format économique, puisque l'exercice de style, je ne l'ai pas précisé, c'était de répondre à un appel d'offres au départ du PIA 3, territoire d'innovation et projet donc porté par la métropole. Alors, un exemple d'action, c'est la proposition que nous sommes en train de développer d'un label qui puisse certifier l'origine locale des produits et qui puisse certifier à la fois la qualité des produits et la qualité de l'environnement dans lequel ces produits sont obtenus. On est dans une logique qu'on veut gagnant-gagnant pour les citoyens qui seront informés des caractéristiques de ces produits par une communication adaptée. Ils feront l'effort de payer des produits légèrement plus chers pour eux-mêmes et pour l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ce faisant, les agriculteurs bénéficieront d'un meilleur revenu et aussi d'une meilleure reconnaissance de leur rôle social. Et donc, on est là sur la dimension sociale, on est bien là dans une plus grande cohésion sociale et dans une plus grande confiance des citoyens dans leur alimentation et une meilleure relation citoyen-agriculteur. Donc, je ne rentre pas dans les détails. La certification, c'est l'origine locale, c'est la qualité des produits, c'est la qualité environnementale. On est là dans une logique d'obligation de résultat et non pas d'obligation de moyens. Et que donc, pour passer de l'état initial à la certification, on peut avoir plein de chemins possibles.
Et ces différents chemins, pour chaque agriculteur, pourront varier et s'intégreront dans une logique de science participative. Alors, pour illustrer l'approche systémique du projet, je vous propose qu'on revienne aux légumineuses, puisqu'elles sont au cœur de cette vision systémique. Les légumineuses, on l'a compris, c'est bon pour la production, puisque avec la fixation biologique de l'azote atmosphérique, ça permet de réduire l'usage d'engrais, avec des pratiques agricoles dans lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails. On peut aussi avoir une augmentation de la qualité des produits, teneur en acides aminés essentiels et teneur en fer, par exemple. Et on a globalement une réduction donc, de l'usage d'intrants, engrais, mais également pesticides. Si on regarde la partie transformation, puisque en fait le discours, évidemment, ça a été bien dit ce matin, c'est que la proportion de culture de légumineuses est relativement faible. Il y a un certain nombre de freins au développement des légumineuses. Et en tous les cas, au niveau territorial, un frein majeur, c'est OK, je veux bien produire des légumineuses, mais il faut que je gagne ma vie et où et comment je vais pouvoir commercialiser ces légumineuses. Donc, dans le projet TIGA, on a mis en place une logique de filière avec deux investissements majeurs par Dijon Céréales d'unité de transformation de légumineuses pour les protéines à destination de l'alimentation humaine, d'une part, et pour les protéines à destination de l'alimentation animale, d'autre part. Et puis, dans le projet est bien prévu aussi un certain nombre d'innovations pour rendre ces légumineuses plus acceptables pour l'alimentation humaine. Donc, la consommation, c'est qu'évidemment, si on fait de la transformation des légumineuses pour des protéines végétales, encore faut-il que ces protéines soient consommées. C'est en cours, protéines végétales pour la restauration des enfants. Peut-être que Sophie y reviendra tout à l'heure au travers de la cuisine centrale de la métropole et donc des cantines d'écoles élémentaires et maternelles. Le deuxième temps sera aussi de faire évoluer les pratiques par rapport à la restauration à la maison, en particulier pour les personnes les plus défavorisées. Et pardon, en termes de protéines pour l'alimentation animale, l'objectif, c'est l'autonomie de l'alimentation protéique végétale et c'est la logique aussi d'obligation d'alimentation des bêtes avec ces protéines végétales locales pour le label portant sur la viande. Alors, bon, évidemment, quand on parle de transition à l'échelle territoriale, les sols sont évidemment au cœur de cette transition. Il y a deux actions majeures sur les sols, une qui porte sur le diagnostic, avec un maillage très serré d'échantillonnage systématique sur l'aire urbaine, qui sert à établir un référentiel pour faire des diagnostics partagés de l'état des sols et pouvoir être dans une logique d'outils d'aide à la décision avec les agriculteurs pour les parties rurales, mais également avec les architectes, urbanistes et autres pour la partie relative à l'aire, enfin la partie des sols urbains. Comme j'ai indiqué, ce projet, il a pour vocation à bénéficier à tous et à toutes. Et ça, c'est un point sur lequel on est extrêmement sensible. Et il y a donc une action qui s'appelle Aliments sains pour tous, où on part du constat que les recommandations du plan national nutrition santé sont globalement relativement peu appliquées, même si tout le monde est à peu près au courant des principaux messages. Mais ce qui est surtout marquant, c'est le fait que ceux et celles qui les suivent le moins sont ceux et celles qui bénéficient de l'aide alimentaire. Donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que l'on peut faire passer ces messages dans la pratique également pour ces personnes. Là, j'avais mis que dans le nouveau plan national nutrition santé, il est question de
consommer au moins 2 fois par semaine des légumineuses. Et pour ça, il y a 3 actions qui sont mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre de façon concertée. La première, c'est d'augmenter la part de consommation de fruits et légumes et de légumineuses, donc fruits et légumes, produits frais et de légumineuses, par les structures d'économie solidaire, en particulier les épiceries solidaires. C'est l'accompagnement à l'acte d'achat. Évidemment que ça passe nécessairement par une amélioration de l'approvisionnement des épiceries solidaires en produits frais. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, en particulier dans le cadre du projet de légumerie de la métropole qui est en cours de construction. Et cet accompagnement se fera également à travers des coupons alimentaires pour faciliter l'accessibilité économique. Je reprécise que les produits Dijon Agroécologie, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent pour l'instant, seront simplement à peine plus chers que les autres, et que si on reconsidère la manière de s'alimenter, il en a été question aujourd'hui, avec une réduction de la part des protéines animales et peut-être avec une réduction de la quantité consommée globalement, eh bien, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à prix équivalent, on puisse se nourrir mieux. Alors évidemment, il y a eu tout un aspect communication et il y a des collègues qui sont impliqués dans cet aspect communication, adhésion, participation. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que ça nous emmènerait un petit peu trop loin, mais on pourra en reparler et rééchanger là-dessus si vous le souhaitez. Alors évidemment que à partir du moment où on prend un certain nombre d'engagements et que ces engagements en plus sont pris par une métropole, il est absolument crucial que l'on puisse tracer l'évolution de cette transition alimentaire par rapport aux engagements qu'on a pris. Ça fait partie de la démocratie participative. Ça fait partie aussi, en deuxième aspect, d'outils de pilotage pour réajuster ou réinfléchir un certain nombre de choix qui auraient pu être faits et qui n'arrivent pas aux conclusions qui sont attendues. Donc, parmi ces indicateurs, on comprend bien que, vu que les 3 enjeux, c'est meilleur environnement, meilleure économie, meilleure cohésion sociale, les types d'indicateurs portent sur ces 3 grands objectifs. À titre d'exemple, il a été question de l'environnement. Je reviens sur un indicateur qui permettrait d'apprécier et de voir l'évolution de l'empreinte carbone au cours du temps. On a évidemment au niveau de la production, d'abord la plante comme capteur solaire, donc introduction de carbone au niveau de la biomasse, mais également au niveau des sols, avec des pratiques qui sont plus ou moins favorables à ce bilan positif carbone, comme par exemple la culture des légumineuses, et comme également le couvert continu des sols. La transformation elle-même contribue au bilan carbone, elle peut être coûteuse ou moins sur les processus de transformation. Il y a des innovations en cours par des transformations qui sont peu coûteuses en énergie, comme la fermentation. On a vu qu'il y avait des unités de transformation légumineuses dont l'idée est de bénéficier de l'énergie qui peut être produite par ailleurs, soit par le méthaniseur, soit par l'énergie hydrogène. On est en train d'y réfléchir au niveau de la métropole. La distribution, alors c'est vrai que Valentin faisait la remarque ce matin sur des gros camions sur longue distance ou des petits pick-up sur courte distance. Le fait qu'on essaie de réduire les coûts de distribution, on a des réflexions avec le groupe La Poste, par exemple, pour avoir un cumul de distribution et qu'on n'ait pas 36 pick-up dans la métropole le matin et qu'on puisse avoir des économies de coûts carbone en termes de distribution. Et en termes de consommation, réduction du gaspillage alimentaire, je suis sûr que Sophie reviendra, donc
je ne précise pas. Et puis, on l'a redit à plusieurs reprises, réduction de la part de consommation de protéines animales par rapport au profit de protéines végétales. Et tout ça confondu avec cette approche systémique, encore à nouveau, doit permettre de réduire l'empreinte carbone. J'ai quasiment terminé. Évidemment que tout ça repose sur une gouvernance dont il est important de privilégier le rôle des usagers, le rôle des citoyens. C'est en cours de réflexion, à la fois au niveau du TIGA et à la fois au niveau de la métropole. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais c'est au cœur de nos préoccupations. En résumé, et pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, je rappellerai qu'au total, on a 24 actions. Le projet représente une assiette totale de 46 millions d'euros, avec 26 millions de fonds privés, 180 personnes mobilisées, 300 communes, subvention de 10 millions d'euros et 50 partenaires. Ces partenaires, ils sont très diversifiés. Ce sont des partenaires académiques, dont AgroSup. Ce sont des partenaires économiques et ce sont des partenaires sociaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe pour cette présentation. Effectivement, de nombreuses questions. J'ai un écran devant moi avec plein de questions. Je vais laisser maintenant la parole à Sophie Niclausse. Donc Sophie, bonjour, vous êtes avec nous en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE Dijon au sein de l'UMR du Centre de sciences des goûts et de l'alimentation, le CSGA, et vous êtes directrice de l'équipe déterminant du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec la santé. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est tout à fait ça. C'est bien ça. Et donc, vous allez nous présenter une thématique vers une restauration hors foyer plus durable, avec l'exemple d'une action en développement dans le projet Dijon Alimentation Durable 2030. Donc, c'est une présentation Sophie Niclausse et Al. Donc, je vous laisse la parole, Sophie. Merci. Alors, Al, en particulier pour la restauration collective, notamment la restauration scolaire, c'est mon collègue Jean-Michel Grenier qui est responsable de la restauration collective pour la ville de Dijon, la restauration scolaire, pardon, et donc qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Alors en fait, aujourd'hui, je vais raconter différentes études ou différents éléments qui nous ont amenés à nous intéresser à la restauration collective dans le cadre du projet Alimentation Durable 2030 et qui sont basés sur nos compétences en études du comportement alimentaire, nutrition et psychologie, donc dans l'équipe au sein du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Donc tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la restauration hors foyer ? L'enjeu est très important. Donc, j'ai repris ici des éléments du rapport interministériel en date de juillet 2018 qui portait le titre Éducation alimentaire de la jeunesse et qui était sous l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture. Donc, la restauration scolaire, elle représentait en 2016 presque 70% de fréquentation, avec une fréquentation peut-être un peu moindre au lycée qu'au collège, potentiellement 6 millions d'élèves concernés, et avec un triple enjeu qui est rappelé notamment dans ce document de ce rapport interministériel. Un enjeu lié à la santé, sur des aspects nutritionnels et prévention de l'obésité, tel que c'est rappelé dans le rapport. Un enjeu lié à l'environnement et à ce qui rappelait donc l'éducation au développement durable des élèves, et un enjeu lié à des aspects culturels, de cohésion sociale et de réduction des inégalités sociales. Donc plus largement, la restauration collective, c'est 3 milliards de repas par an en France, avec un chiffre d'affaires identifié autour de 23 milliards d'euros, donc un secteur vraiment important au niveau de l'économie. J'ai rappelé aussi les objectifs de la loi Egalim, donc fin novembre 2018, qui préconisait la mise en place d'une expérimentation pour mettre en place un menu végétarien par semaine et avec des objectifs pour la restauration scolaire de 50% en valeur de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de bio. Donc des objectifs chiffrés sur des éléments relativement définis.
Alors, nous, ce qu'on a fait dans ce contexte-là, depuis assez longtemps, on travaille avec la ville de Dijon parce qu'on travaille beaucoup sur le développement des comportements alimentaires, donc notamment chez l'enfant, et ça nous a toujours intéressé d'étudier le comportement des enfants in situ, dans leur lieu habituel de consommation. Et donc, on a travaillé depuis cette année 2017-2018 avec la ville pour les aider à réaliser un audit sur le gaspillage alimentaire en restauration collective, donc qui est réalisé depuis de manière régulière. Et à l'occasion de ces interactions, on a vu la nécessité de réfléchir à comment améliorer les conditions de restauration. On a encadré un projet tutoré avec des étudiants, donc réalisé par des étudiants d'AgroSup Dijon, le fameux projet C de 3e année. Et le responsable de la ville, de la restauration scolaire de la ville, nous avait donné 3 problématiques de travail. Améliorer la consommation de fruits frais, améliorer l'acceptabilité des menus dits alternatifs et réfléchir aux conditions des contextes, contexte des repas en restauration scolaire. Alors, j'ai mis en gras l'acceptabilité des menus alternatifs. Donc, avant la loi Egalim, la ville avait déjà mis en place un menu dit alternatif qui est en fait un menu alternatif aux protéines animales et donc on pourrait appeler aussi menu végétarien. Avec des acceptabilités variables ou des consommations variables de ces menus d'un restaurant à l'autre observés à la ville. Et donc, suite au diagnostic des étudiants, on a proposé un plan d'action à la ville qui a commencé à être mis en œuvre et on a continué à travailler en collaboration avec eux. On arrive à une deuxième phase où on a proposé un projet de recherche-action en collaboration avec la ville pour promouvoir le plaisir de consommer des plats à base de protéines végétales chez des enfants en restauration scolaire. Donc, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises au cours de cette journée, un des objectifs actionnables pour assurer cette notion de transition alimentaire consiste à remplacer des sources de protéines animales par des protéines végétales. Donc, c'est ce que la ville avait déjà commencé à faire, mais avec ce problème d'acceptabilité. Donc, c'est ce à quoi on a voulu s'atteler. On a fait ce travail en partenariat avec Éveil au goût, qui est une association spécialisée en éducation sensorielle et alimentaire à Dijon, et qui a déjà collaboré à de nombreux projets avec le Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de développer et de mettre en œuvre une intervention, c'est-à-dire des actions éducatives pour les enfants, pour promouvoir la consommation de plats à base de légumineuses en restauration scolaire, avec une conception d'intervention basée sur nos expertises, disons, pour augmenter la consommation, l'appréciation et l'acceptabilité des plats à base de légumineuses. Et donc, les interventions étaient basées sur la valorisation du plaisir à consommer ces aliments, la découverte sensorielle et en partie sur la diffusion d'informations nutritionnelles liées à l'environnement. Ces interventions ont été déployées en milieu périscolaire et on a évalué l'effet de ces interventions en évaluant les consommations d'aliments cibles. Alors, nombre de boulettes consommées à la cantine. Le produit phare de cette étude, c'était des boulettes de pois chiches et on a évalué les consommations de ces produits avant et après l'intervention, avec aussi évaluation hédonique de ces produits et différents types de tâches pour évaluer comment les enfants les appréciaient. Je n'ai évidemment pas le temps de résumer tous les aspects de cette étude aujourd'hui. Simplement dire que la méthodologie de l'intervention a été co-construite avec Éveil au goût et aussi disséminée avec Éveil au goût, dont la directrice est Aude Guénière. Donc en se basant sur les principes de l'éducation au goût telle qu'elle avait pu être définie par son fondateur Jacques Puiset dès les années 70, c'est-à-dire des notions de pédagogie active, faire soi-même avec des expériences basées sur les explorations multisensorielles, donc vraiment sur l'utilisation des 5 sens, en laissant les enfants valoriser leur expérience, donc sans chercher à imposer un modèle de référence et en les laissant verbaliser leurs propres ressentis. Donc, toute l'idée de ce travail d'éducation sensorielle était de familiariser les enfants avec ces produits et de les amener à verbaliser leurs ressentis sans jugement a priori.
Donc, par ailleurs, l'intervention était basée sur la notion d'exposition répétée. On sait que c'est un des éléments clés qui favorise les apprentissages, donc en aidant les enfants à se familiariser avec ces produits. Donc, chacune des séances d'intervention permettait une dégustation des produits. Et on s'est basé aussi sur des dimensions du plaisir qu'on avait identifiées dans une précédente revue de la littérature. Donc, on décompose en 3 aspects. Donc, plaisir sensoriel, vraiment pour valoriser le plaisir de la dégustation avec les 5 sens. Plaisir commensal, c'est-à-dire le plaisir du partage, notamment du plaisir du partage en famille. Donc, on avait suggéré aux enfants des défis à réaliser à la maison. On leur fournissait un objet, une sorte d'objet transitionnel qui leur permettait d'amener le sujet à la maison et de réaliser une expérience en famille. On a tenté donc dans cette étude aussi de fournir quelques informations nutritionnelles liées à l'environnement, donc pour favoriser le plaisir de consommer des aliments soit bons pour la santé, soit bons pour l'environnement. C'est l'élément du dispositif qui a le moins bien fonctionné. Donc voilà quelques illustrations de comment les séances, ce à quoi ça ressemblait sur le terrain. Hop, je vais aller très vite, simplement pour dire qu'on a montré une augmentation de la consommation de boulettes de pois chiches dans les groupes qui avaient bénéficié de l'intervention comparativement aux groupes contrôle qui n'avaient pas bénéficié de l'intervention. Et on a observé notamment que la composante hédonique et donc l'appréciation de ces produits avait augmenté très fortement dans les groupes exposés à cette intervention. En revanche, la catégorisation en termes de ces produits sont bons pour la planète ou mauvais pour la planète, ces éléments-là n'ont pas bougé. Et donc, on voit ici que c'est bien le levier du plaisir qui semble le plus important pour favoriser la consommation de ces produits. Donc pour nous, c'était une première expérience preuve de concept qui nous a amené à penser qu'il était possible d'amener les enfants à apprécier plus fortement des aliments finalement bons pour la planète. Et donc, en valorisant des ateliers autour du plaisir à consommer ces aliments, donc vraiment basés sur le plaisir sensoriel. Donc, sur la base de cette étude, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre à l'échelle cette première preuve de concept de manière un peu plus globale. Et c'est ce qu'on aimerait faire dans le projet Dijon Alimentation Durable 2030 et notamment dans la composante liée à la restauration scolaire. Donc, Philippe a déjà présenté ce schéma, donc je ne vais pas le détailler. Donc, un des volets porte sur la restauration. Donc là, l'objectif est d'améliorer dans ce cadre la durabilité de l'alimentation servie et consommée en restauration collective. Donc là, l'intérêt, c'est de considérer la restauration collective comme un système alimentaire, j'ai envie de dire, en miniature, dans lequel on peut évaluer les entrées et les sorties. Donc, en se focalisant dans un premier temps sur la restauration scolaire maternelle et primaire et avec des actions aussi menées auprès d'adultes en entreprises de restauration concédée, en mesurant l'évolution de la durabilité donc, sur le territoire dijonnais au cours du projet. Donc, la stratégie générale, c'est une mesure de la durabilité de l'alimentation au début et à la fin du projet et la mise en œuvre d'actions leviers pour inciter à une meilleure durabilité. Donc, au niveau des gestionnaires de restauration, pour vraiment arriver à peser sur l'offre en réduisant l'offre en termes de protéines animales. Alors, contrairement à ce que disaient les consommateurs norvégiens que Gaël Arvisnet a pu enquêter, dans la restauration scolaire, on ne peut pas se contenter d'enlever la part de protéines animales. On est obligé de remplacer. En effet, il y a des directives nutritionnelles pour la constitution des repas qui imposent qu'à chaque repas, on a une certaine quantité de plats à base de protéines qui soient servis aux enfants. Donc, on ne peut pas se contenter d'enlever la viande, il faut remplacer. Et donc, c'est là où, effectivement, des produits tels que les légumineuses peuvent tenir toute leur place, puisqu'elles apportent une part de protéines non négligeable, plus faible que des aliments à base, produits à base sur base animale, mais qui sont tout à fait intéressantes néanmoins.
Donc là, l'idée, c'est de quantifier et d'évaluer la bascule possible et aussi le respect des critères nutritionnels qui régissent la composition des menus en restauration collective. Donc, les critères nutritionnels sont donnés par le GEMRCN, Groupe d'études et des marchés pour la restauration collective nationale. Donc, on a des limites à atteindre, ou des seuils à atteindre pour certains types d'aliments. Donc là, il faut respecter ces critères. Et on veut aussi mettre en place des actions leviers au niveau des convives, donc soit en termes d'éducation plutôt pour les plus jeunes, ou en termes d'incitation pour les convives plus âgés en restauration d'entreprise, qui peuvent être soit des incitations sous forme d'affichage, de mise en place de nudge, voire d'incitation monétaire pour favoriser le choix d'options plus durables. Et l'idée du projet, tel qu'il est sollicité par le PIA 3, c'est d'avoir vraiment une logique de démonstrateur et de transférabilité. Et donc, l'idée qu'on a, c'est bien de pouvoir créer des outils de dissémination des actions éducatives mises en place auprès des enfants, par exemple sous forme de mallettes pédagogiques, et aussi pour la gestion des menus proposés par la restauration, par exemple un logiciel d'optimisation des offres en menu pour la restauration scolaire. Donc ça reprend plus ou moins ce que j'ai dit. Peut-être pour préciser les métriques d'évaluation de la durabilité, on veut s'intéresser à l'aspect nutritionnel, évidemment, de la restauration, l'impact carbone, provenance, prix, la notion de gaspillage et l'acceptabilité des menus pour les jeunes consommateurs, les choix pour les consommateurs plus âgés qui peuvent avoir le choix de leurs options de restauration. Où on en est en termes d'objectifs chiffrés. Donc, pour l'instant, en 2019, la restauration scolaire municipale proposait 35% de bio. L'atteinte des 50% de bio et ou local pourrait être en 2025. Alors, c'est un peu plus tard que les objectifs de 2022 d'Egalim, mais à voir si on ne pourrait pas essayer d'accélérer l'atteinte de cette recours. Et puis, pourquoi pas en 2030, 80% de bio et ou local. Donc, si possible, en maîtrisant le gaspillage, les tarifs et en maintenant le niveau de satisfaction des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut mobiliser pour ça? Des travaux déjà en cours, notamment dans le cadre du collectif Anscol, qui est dirigé par notre collègue Nicole Darmon à INRAE, qui a déjà réalisé une analyse de la qualité nutritionnelle des plats végétariens ou non végétariens en restauration scolaire et qui peut être une source d'inspiration pour des recettes plus végétalisées. Aussi un travail qui a été encadré par Valentin Bellassène pour analyser de manière conjointe la qualité nutritionnelle et l'émission de gaz à effet de serre en restauration scolaire, ou des outils qui sont déjà disponibles, par exemple l'outil Climacantine, développé par Eco2 Initiative et qui a été pré-testé ou mis en place déjà à Paris. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie les nombreux collègues qui ont participé à l'expérimentation LED légumineuse à l'école à Dijon pour l'analyse des données. Merci. Merci Sophie Niclos pour cette présentation. Et puis merci à vous quatre pour avoir respecté le temps. Alors j'ai compris pourquoi les organisateurs m'ont dit tu verras, tu poses toutes les questions à la fin, ça va être animé. Effectivement, je pense que maintenant on va partir dans un joli ping-pong de différentes questions, mais vous allez voir, on va tous retomber sur nos pieds. Alors en fait, ma première question, elle va s'adresser directement à Nathalie. Donc Nathalie qui est toujours avec nous ici en ligne. Nathalie, il y a un moment tu as évoqué les abattoirs de proximité. Peux-tu préciser l'enjeu de l'abattage local? Ce n'est pas la question sur laquelle je travaille en priorité, mais par contre, dans le pays Aussois-Morvan, il y a Émilie Janin qui a créé une société, dont Bœuf Éthique, et ça fait partie des projets que je vais essayer de suivre. Au niveau national, je fais partie du RMT Travail en élevage, qui réfléchit beaucoup avec énormément d'organismes de développement agricole, chambres d'agriculture, institut technique aux transformations du travail, et la dimension d'abattage à la ferme a été déjà, il y a l'ANACT
au niveau national, à travailler avec le ministère de l'Agriculture pour explorer ces dimensions, ces innovations pour rendre l'acte d'abattage mieux vécu par les éleveurs, donc avec la dimension d'abattage à la ferme. Donc je peux renvoyer sur des travaux qui ont été faits peut-être et qui doivent figurer, parce qu'il y a une très bonne communication, sur le site du RMT Travail en agriculture. Qui s'appelait avant Travail en élevage et qui, donc c'était l'ancienne version, et je pense qu'il y a tous les éléments. Donc en Bourgogne, en tout cas, et sur le pays Haussois-Morvan, les 2 projets, mais il y en aura d'autres sans doute, hein, concernant l'élevage, dans une perspective de réancrage de l'alimentation dans le territoire, on l'a vu, avec des dimensions un peu élargies, le territoire pouvant être aussi l'agglomération dijonnaise sur certains éléments, et le territoire de proximité des pays avec 6 communautés de communes. Donc, il y a le G2E qui, bien sûr, entre en synergie dans sa demande. Il y a un peu des intérêts réciproques, hein. À la fois, le pays a besoin de mettre du contenu dans son PAT et en même temps, les éleveurs ont besoin de soutien pour créer cet atelier de découpe qui serait un instrument à disposition de plusieurs du monde agricole et des éleveurs multi-elpès. Donc, il y a ce projet-là et il y a celui d'abattage bœuf éthique qui va sans doute être soutenu. Ce que j'ai complètement oublié de dire, parmi les nombreuses choses que j'ai oubliées, c'est que la perspective importante, c'est on voit qu'il y a une montée en puissance des initiatives de relocalisation alimentaire, et surtout de demande de la part des élus, des politiques, des territoires. Voilà. Donc la question qui me préoccupe, centrale, sur laquelle j'essaie de travailler avec une équipe au sein du Césaire, c'est de savoir à quelles conditions les éleveurs vont pouvoir répondre à ce type de demande. Et ce que j'ai un peu rapidement, et trop rapidement sans doute, esquissé, c'est qu'il y a sans doute à réfléchir sur les profils de ces entrepreneurs, sur le type de compétences, mieux caractériser ce qu'ils sont et comment ils arrivent à avancer dans ce sens. Et c'est un peu l'objectif du travail de recherche dont j'ai présenté 2 terrains qui sont en démarrage. Donc, bien sûr, pas de résultat du tout définitif. Et voilà, je vous remercie. Désolée de ne pas être plus précise, par contre, sur l'abattage, qui n'est pas mon premier domaine. Non, mais effectivement, c'est une journée pour aborder ces différents éléments. On ne peut pas être complet sur tous ces aspects. Merci. Alors, je continue mon ping-pong. Donc, directement pour Gaëtan, la qualité de l'approvisionnement des épiceries sociales semble être un enjeu récurrent. Devrait-elle s'associer entre elles, par exemple à l'échelle régionale, ou plutôt s'associer à d'autres acteurs locaux pour les commandes comme la restauration scolaire ? Alors, merci. S'associer entre elles, c'est des choses qu'on n'a pas encore esquissées, nous, sur nos terrains. Cela dit, effectivement, nous, on envisage de faire travailler différents acteurs associatifs, et notamment ces épiceries sociales, de les coupler, comme je le disais un petit peu dans la présentation, éventuellement de les coupler à d'autres acteurs, donc, comme seraient les AMAP, par exemple, et d'autres acteurs de la production et de la distribution alimentaire, pour effectivement pouvoir élargir aussi le cercle du pourvoiement des épiceries sociales. Nous, c'est vraiment sur cette problématique du maillage qu'on essaye d'appuyer, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je vais peut-être vous la poser différemment parce que c'est encore le même thème, donc ça s'adresse à Nathalie et Gaëtan. Y a-t-il une échelle de territoire plus propice à l'émergence de ces initiatives dans lesquelles les acteurs se coordonnent entre eux sur un territoire ? Nathalie, je ne sais pas si vous avez... Nathalie, Gaëtan. Très bien. Alors, on ne perd pas. C'est une question forcément extrêmement complexe. Il y a... quand je faisais référence à la sociologie des professions, il y a des organisations, des institutions, des structurations. Donc, ce n'est pas tant l'échelle parfois que le type de système de relations en place dans les territoires. Ça, c'est la réponse du sociologue. C'est-à-dire qu'il y a bien un maillage d'échelle d'interconnaissance qui est important. Mais si on prend une échelle, si on neutralise l'effet échelle, qu'est-ce qui joue, selon moi, de façon importante? C'est le système de relations, plus ou moins ouvert, à la capacité d'innover. C'est un peu aussi ce que je voulais laisser entendre. Et on voit très bien, il y a quelques travaux qui cernent ces dimensions, où les acteurs sont plus en réseau, le débat est plus accepté, l'innovation
qui va un peu à rebours des pratiques établies et mieux tolérée selon les systèmes, les réseaux de dialogue. Il y a eu beaucoup de travaux qui étaient faits à Dijon uniquement sur les réseaux de dialogue et la diffusion d'une innovation. Ce sont des cadres très intéressants pour penser les freins, les blocages, et voir que ça, et essayer d'interpréter aussi pourquoi ça marche à un endroit, pourquoi il y a des formes de verrouillage qui sont identifiées à d'autres endroits. Donc pour moi, la question principale n'est pas l'échelle forcément. Bon, ce qui est favorable, c'est l'interconnaissance, on le sait, mais on peut faire aussi interconnaissance à distance, puisqu'on voit qu'on est capable de faire voilà, toute une journée ensemble à distance. En tout cas, ça n'est pas l'élément prioritaire de mon point de vue. Je ne sais pas si... Complément ? Non, j'aurais rien, pas grand-chose à rajouter. Disons que c'est effectivement la question d'échelle. Il y a toute la question aussi de l'articulation avec les pouvoirs politiques, les pouvoirs locaux, etc. Et effectivement, toutes ces questions du maillage, le territoire du problème n'est pas toujours le territoire de la solution et vice-versa. On peut aussi avoir la question de une question plus horizontale. Merci. Alors, maintenant, une question plus pour Gaëtan en termes de méthodologie de recherche, entre équilibre entre action et recherche, puisque c'est un des aspects de vos travaux d'études. Finalement, est-ce que c'est facile de faire de la science avec des non-scientifiques, c'est-à-dire quand on co-construit de la recherche dans ce modèle-là, est-ce que c'est facile ou pas ? Est-ce que c'est facile ? C'est ni facile ni difficile, disons qu'il y a des enjeux méthodologiques. Nous, notre parti pris au Living Lab, c'est de considérer qu'on travaille avec des publics qui ont des connaissances de terrain, et que ces connaissances de terrain ne sont ni moins ni plus valorisables que nos connaissances, nous, de recherche, de théorique de chercheurs. Donc, on travaille sur ce principe de symétrie des savoirs. Et puis donc, d'un point de vue méthodologique, c'est à partir d'ateliers relativement conviviaux, d'ailleurs, qu'on travaille à l'articulation un petit peu de ces différents savoirs. Est-ce que c'est difficile ? Il y a un enjeu, disons, d'appropriation dans les deux sens, d'appropriation de la part des gens avec qui on va travailler, et bien des différentes dynamiques de recherche, des différentes méthodologies de recherche. C'est ce qu'on appelle la formation des publics. On considère en fait que, si vous voulez, sur le territoire sur lequel on va travailler, il y a un problème, une problématisation qui est X ou Y, et puis à partir de ce problème-là, on va devoir enquêter pour trouver des solutions, des savoirs activables, des manières de résoudre ce problème. Et donc, on considère que les publics avec lesquels on travaille, il faut forcément, dans une certaine mesure, les former à être des enquêteurs. C'est pour ça que je disais que c'était des enquêteurs-acteurs ou des acteurs-enquêteurs. Et puis, dans l'autre sens, eh bien, tous ces savoirs de terrain, il faut aussi nous les approprier en tant que chercheurs, c'est-à-dire qu'on arrive sur des terrains qu'on ne connaît pas forcément, avec des dynamiques qu'on ne connaît pas. On arrive là un peu naïvement, et puis quelquefois aussi avec nos cadres d'analyse de chercheurs. C'est Howard Baker qui disait il faut éviter d'arriver sur un terrain avec une notion, il vaut mieux faire émerger la définition de cette notion par le terrain. Ça, c'est par exemple une petite ficelle du métier, comme dirait Baker, que je fais mienne et qu'on fait nôtre au Living Lab. Voilà, pas arriver avec des cadrages préconstruits, sinon ça ne vaut pas la peine d'aller sur le terrain, et puis se laisser perméable un petit peu à ce qui existe. Et puis bien sûr, donc, au savoir, comme je le disais, savoir du terrain, savoir des acteurs. Voilà. Alors Gaëtan, une question qui va me permettre de faire une transition vers Philippe. Est-ce que dans le modèle que vous avez étudié à Tournu, il est possible d'imaginer ce même type de méthode dans une agglomération ? Alors, naïvement, j'aurais envie de dire pas certain. Pas certain. Justement, c'est une question qu'on travaille. Là, je n'aurais pas une réponse complètement arrêtée, mais c'est une question qu'on travaille justement de savoir est-ce que ce qu'on fait est reproductible ? Dans quelle mesure ? En partie, oui, je pense qu'on a des méthodes qui peuvent être reproductibles. Cependant, cette dynamique qu'on a dans nos groupes de travail là, à Tournu, voilà, elle fonctionne bien parce qu'on peut développer justement une convivialité, une interconnaissance. Disons, quand je parle de convivialité, je parle pas de mots en l'air. C'est-à-dire que très concrètement, on se retrouve le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, on se dit au bout de la deuxième réunion, ou même peut-être tout de suite dans la première, on se dit tu, on s'appelle par nos prénoms. Enfin, on crée aussi une dynamique. Et voilà, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce qu'on est une quinzaine. Je ne suis pas certain. Voilà. Il faudrait créer les conditions d'adaptation peut-être
pour des communes plus importantes. Ça, c'est des enjeux méthodologiques, c'est des choses sur lesquelles on ne s'est pas arrêté, mais c'est des pistes intéressantes de travail, effectivement. Merci. Alors, on l'a vu au cours de cette journée, un des enjeux, c'était aussi la réduction de la consommation de la viande. Philippe, concernant le TIGA, nous avons vu que cette transition vers des systèmes alimentaires plus durables passait avant tout par une réduction importante de la consommation de viande animale. Quelle est la stratégie du projet TIGA pour transformer cet apparent déficit pour les agriculteurs en un bénéfice économique et social au niveau du territoire ? Je ne suis pas sûr de comprendre complètement la question. Le déficit pour les agriculteurs, à quel niveau tu le situes En fait, la question, c'est que finalement, si on va vers une réduction importante de la consommation de viande, finalement, pour les éleveurs, a priori, on peut s'attendre à un déficit. Et quel pourrait être le bénéfice économique pour eux en retour ? Je comprends, d'accord. Excuse-moi, Christophe. En fait, l'idée, c'est qu'on mange moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Et que cette viande de qualité, elle est identifiée comme telle. Et que donc, si je mange moins de viande, quand je mange de la viande, je veux manger de la bonne viande. C'est-à-dire de la viande labellisée, qui est certifiée d'origine locale, qui est certifiée pour sa qualité, qui est certifiée pour le bien-être animal correspondant et qui est certifiée pour la qualité de l'environnement dans lequel la bête est élevée. Donc, en fait, on passe du quantitatif au qualitatif, pour faire un peu court. Voilà. Merci Philippe. Alors, une question pour Sophie, effectivement, qui fait le lien effectivement avec le TIGA, mais sur un autre aspect, on n'est plus sur la consommation de viande, mais on est toujours sur le plaisir. Sophie, avez-vous envisagé au sein du TIGA des collaborations avec le Crous pour travailler sur des initiatives auprès des étudiants proches de celles envisagées pour les scolaires ? Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, on veut s'attaquer en priorité à la restauration scolaire. Donc, c'est vraiment l'objet d'un travail de thèse qui va démarrer dès janvier 2021. Mais j'ai bien listé aussi d'autres cibles. C'est vrai que j'avais noté collège, lycée. Alors, pour le Crous, on va essayer d'établir des partenariats. On a déjà commencé à réfléchir dans ce sens-là. Évidemment, moi, je serais tout à fait favorable à ce qu'on puisse directement intégrer des actions avec le Crous. Donc, on a des populations qui présentent d'autres caractéristiques en termes d'âge que les scolaires, donc les leviers seront peut-être différents. Il y a une problématique économique qui est très importante, qui a émergé de façon très forte en lien avec le confinement, donc notamment beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur petit boulot et qui ont éprouvé des difficultés alimentaires à se nourrir. Et donc, il y a un enjeu social extrêmement fort autour de ces populations. Et vous l'avez quand même compris, je pense, au fil de nos exposés, la dimension sociale du projet, elle est très forte. Et effectivement, pour moi, il y a un enjeu très, très important, y compris au niveau du Crous. La question qu'on peut se poser, c'est, le Crous a mis en place un système de repas à 1 euro suite à la crise qu'on vient de traverser. Quelle est la qualité de l'offre à ce prix ? Qu'est-ce qu'on peut permettre? Qui subventionne? Comment on peut aussi tourner autour de ça pour avoir une offre plaisante et de qualité qui puisse satisfaire au mieux les budgets des économas et puis finalement les attentes des consommateurs. Donc il y a un chantier énorme, donc avec grand plaisir. Merci. Cet après-midi, on a évoqué avec Juliana et Gaël les leviers pour augmenter, inciter les gens à consommer de la protéine végétale. Est-ce que du coup, pourriez nous détailler les mesures mises en œuvre sur le plaisir sensoriel autour des boulettes de pois chiches ? D'accord. Alors, comme j'ai expliqué très très rapidement, donc on s'est basé sur des approches d'éducation sensorielle qui avaient déjà été développées notamment par l'association Éveil au goût, mais il y a d'autres associations d'éducation sensorielle en France qui œuvrent dans ce sens-là. Donc l'idée, c'était de permettre par l'enfant une découverte multisensorielle de nos fameuses boulettes de pois chiches, tout simplement pour les familiariser avec ces produits et essayer de lever tous les freins qui peuvent être liés à la non-connaissance de ces aliments.
On est vraiment parti de l'idée que les enfants ne connaissent pas ces produits et donc en les familiarisant, ils allaient développer une appétence pour ces produits. Donc avec 5 séances qui étaient organisées autour des 5 sens, donc découverte visuelle, tactile, gustative, olfactive et aussi liée à l'audition. Donc avec des ateliers autour de ça, pour vraiment favoriser une familiarisation très douce, j'ai envie de dire. Donc là, on était ciblé sur un produit en particulier. D'habitude, les séances d'éducation au goût sont un peu plus génériques que ça. L'idée, c'est de voir comment on peut baser maintenant un programme éducatif sur ce concept qu'on a développé pour l'étendre de manière plus générique, aussi bien en termes géographiques, c'est-à-dire pour plus d'écoles en même temps. Là, dans l'étude que j'ai présentée, on a travaillé avec 6 écoles du territoire, mais évidemment, il y a beaucoup plus d'écoles que ça, avec des restaurants scolaires, ne serait-ce que sur la ville de Dijon. Je ne l'ai pas dit, mais il y a 9000 repas servis tous les jours, et ça concerne presque une cinquantaine de restaurants. Donc, il y a cette notion de scaling up, comment on déploie, avec quels moyens qui participent à cette notion de déploiement. Donc, la preuve de concept montre qu'on sait faire, on peut familiariser les enfants avec ces produits, leur faire apprécier. Ça a déjà été montré aussi de nombreuses fois pour d'autres produits comme les légumes, qui sont traditionnellement réputés pour être peu appréciés des enfants. Il existe de nombreuses techniques et de nombreuses approches qui permettent de familiariser les enfants avec le goût des légumes. Donc après, toute la question, c'est comment on arrive à mettre à l'échelle de manière efficace et en utilisant au maximum le dispositif dont on dispose, donc la restauration scolaire, éventuellement le périscolaire qui est adossé. Donc voilà, j'ai envie de dire, on a tous les éléments théoriques ou preuves de concept qui fonctionnent d'un point de vue des théories psychologiques. Et maintenant, tout le travail, ça va être de concevoir la mise à l'échelle. Et de passable. Aussi. Alors Philippe, effectivement sur la présentation, sur la commande publique, est-ce que finalement la commande publique peut être un levier de développement pour le label prévu dans le projet TIGA? Et y a-t-il des premières pistes de ce côté? Alors effectivement, quand on dit que les usagers sont au cœur… Un peu plus près du micro, s'il te plaît Philippe. Comme ça va mieux? Un peu mieux, merci. Ouais, quand on dit que les usagers sont au cœur de ce projet, c'est qu'ils sont bénéficiaires, mais ils sont également acteurs. Et donc, en fait, là, on discutait avec Sophie du levier de la restauration, donc des repas captifs, comme levier pour stimuler la transition agroécologique, hein, puisqu'en retour, cette demande-là va faire en sorte que les surfaces vont augmenter. Pour ce qui est des repas non captifs, c'est-à-dire des repas qu'on prend le soir à la maison ou les week-ends, l'idée, c'est de rendre justement les citoyens acteurs. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'ils vont consommer ces produits-là, c'est bien parce qu'ils vont les demander que, en retour, on aura cette dynamique de transition. Donc ça passe évidemment par des aspects de communication. J'entendais la remarque de Clémentine Hugo ce matin, très intéressante, savoir que la communication, elle était variable selon les types de catégories sociales, et on a bien ça en tête. Et donc, cet aspect de communication et d'appropriation par des citoyens pour faire évoluer leur mode alimentaire en relation donc avec un travail avec les distributeurs, pour qu'en retour, cette demande de produits de qualité, d'origine locale, soit le promoteur de la transition à la fois agroécologique et de transformation et de distribution. Merci. Alors, toujours pour parler de commande publique, alors ça, c'est plutôt une question qui s'adresse à Nathalie. Sophie a effectivement présenté les exemples de cantines scolaires. Est-ce que finalement, dans les cas étudiés, quel est le rôle de la commande publique locale? Est-ce que finalement, une cantine scolaire, c'est un débouché parmi un autre, ou est-ce que c'est finalement un élément primordial et bien inutile pour ces initiatives? Alors dans les deux cas que j'ai étudiés, il n'y a pas de commande publique locale s'adressant au GI2E. Alors sauf, si pour le
pour le cas de TIGA, bien évidemment. Pour le GE2E Côte Verte, l'essentiel quand même, c'est de travailler auprès d'un public qui n'est non captif, celui des consommateurs de tout âge, et dans des environnements plutôt... les deux expériences se situent en milieu rural. C'est plutôt la question de... Voilà, la commande, il y a des moyens de soutien qui ne passent pas tous par la commande publique, mais plutôt par des investissements copartagés, voilà, des stratégies, par exemple, de communication aussi, qui sont assurées par le pays, soit Morvan, pour faire connaître. Et j'imagine que ce sera la même échelle, la même chose à peu près en termes de communication. Une attention, en tout cas, assez particulière pour valoriser, faire connaître ce qui existe et ce qui est disponible. Mais tout ne passe pas, en tout cas dans mes études, c'est le levier principal, c'est la demande des consommateurs, etc., en termes de produits de qualité, plus chers, effectivement. Et c'est un peu le nœud de la guerre. Si je peux me permettre, est-ce que je peux me permettre de compléter ? Allez-y. Un des problèmes de la commande publique pour se garantir un approvisionnement de proximité, c'est aussi la réglementation. Dans les commandes de marché public, en fait, il y a une clause, on ne peut pas mettre de clause de proximité. Donc, il existe des moyens qui peuvent être co-construits pour, entre guillemets, détourner les contraintes réglementaires, mais ça suppose beaucoup de travail en amont et aussi une bonne organisation des filières pour réussir à travailler en amont avec les commanditaires et mettre en place ces commandes. Donc, c'est juste pas tout à fait aussi mathématique ou évident que ça. C'est un problème de distorsion de concurrence aussi, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est vrai je pense qu'il y a des avancées. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je voulais juste préciser que pendant la période Covid, j'ai fait une enquête avec la Chambre régionale d'agriculture. Nous avons fait une enquête avec des étudiants également d'AgroSup sur le développement des circuits courts dans le contexte de la pandémie. Et la demande... alors, il y a deux constats quand même très importants. Ceux qui se sont engagés dans les circuits courts, on a eu 10 études de cas sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Tous avaient une expérience préalable du circuit court. Pour certains, la période a été plutôt bénéfique, avec un ralentissement selon les phases du confinement qui avait été enregistré à l'échelle nationale et qu'on a retrouvé aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, il y a des consommations et des demandes labiles. Donc on retourne vite au supermarché. Donc c'est vrai que c'est ce que j'enregistre et que j'essaie d'analyser du point de vue du travail entrepreneurial, comment on rebondit, comment on cherche à être résilient par rapport à des incertitudes de consommation et de demande, et comment effectivement l'interlocuteur commande publique ou politique, les interlocuteurs élus territoriaux sont des formes de protection possibles, hein, en tout cas peut-être de temporisation par rapport à une demande qui elle est très fluctuante. En tout cas, c'est une piste d'interprétation. Alors, une question pour Gaëtan. Pouvez-vous donner des détails sur les actions envisagées sur l'enjeu de la transition des patrimoines agricoles? Oui, alors je me permets juste avant ça de rebondir un tout petit peu sur ce que disait Madame Niklos par rapport à cette question des règles publiques. Effectivement, nous on a un bon exemple là-dessus, c'est l'épicerie mobile sur Tournu. En fait, je l'esquisse un petit peu dans ma présentation, mais on a la question d'une épicerie mobile qui existe depuis les années 30 et qui met en jeu les questions de mobilité dans l'accès à l'alimentation de qualité, notamment qui permet à un grand nombre de personnes âgées de se fournir en alimentation tout court. Hein. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui de financement d'un nouveau camion, puisque le camion de cette dame ne passe plus au contrôle technique. Et donc, il y a un enjeu de financement de ce camion avec des enjeux très forts d'accès à l'alimentation. On se rend compte que les règles publiques ne permettent pas justement de donner des subventions aujourd'hui telles que
telles que les choses sont faites pour ce camion-là. Et donc, on voit bien que c'est aussi par l'associatif, l'interassociatif, qu'on arrive aujourd'hui à obtenir des financements pour cette question-là. Donc, ça pose la question aussi de, voilà, est-ce qu'une entreprise privée ici peut être considérée comme un service public? Voilà, donc je referme ma parenthèse. Sur la question de la transmission des fermes et la question du foncier, c'est un enjeu vraiment majeur sur notre terrain tournu. Et là, on touche seulement du doigt. Là, pour l'instant, c'est des enjeux. Voilà, on se rend compte qu'il y a des enjeux très forts par rapport à ça, notamment des individus qui possèdent beaucoup de terres et on arrive à une concentration des possessions dans quelques mains. Et pour l'instant, des préconisations, hélas, on n'en a pas parce qu'on est encore dans une phase de diagnostic territorial avec des étudiants notamment qui sont en train de faire un diagnostic, de recenser les différentes exploitations qui ont été transmises ou qui vont être à transmettre. Donc là, on est encore en phase de terrain là-dessus, mais on sera ravis de vous donner les résultats quand ce sera possible. Si je peux rebondir sur cette question, Christophe. Oui, Philippe. En fait, en ce moment, au niveau de la métropole, on rencontre systématiquement les maires des communes environnantes de Dijon pour faire le bilan des terres qui pourraient être mobilisées pour installer de nouveaux agriculteurs. Et tous les maires que j'ai rencontrés jusqu'à présent sont extrêmement proactifs là-dessus et on est en train de réfléchir collectivement à un cadre juridique et financier pour permettre l'installation souvent de jeunes agriculteurs qui ont une formation, qui répondent à un cahier des charges et qui sont motivés, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers de s'installer, ni le cadre juridique. Je profite juste aussi pour rebondir tout à l'heure à cet aspect, ça n'a rien à voir, mais approvisionnement des épiceries solidaires. Ici à Dijon, on réfléchit aussi à un projet de légumerie avec la possibilité aussi de contribuer à l'approvisionnement en produits frais des épiceries solidaires de Dijon. Voilà. Merci Philippe, ce complément. Alors, pour terminer aussi sur la partie exploitation agricole, une question pour toi Nathalie. Est-ce que finalement les patrimoines agricoles, on parle de problèmes de transmission et puis on voit aussi le phénomène alors, qui se calme peut-être un peu, mais de l'agrandissement des exploitations. Et comment finalement réconcilier l'agrandissement, la transmission et l'alimentation en local? Donc finalement, est-ce qu'on peut revenir à des petits volumes? Bien. Alors, sur certains territoires, l'agrandissement se poursuit, y compris dans le territoire Haussois-Morvan. On a des exploitations qui ont 500, 600, 700 hectares, dont l'un des membres qui fait partie du GIE2E en SAU. Alors, il y a vraiment beaucoup de réflexion et d'expérience pour aussi faire le lien avec ce qui vient d'être dit à propos de la démarche d'Antiga. Il y a eu beaucoup d'initiatives de maires. Alors ça peut partir de communes, ça peut partir d'intercommunalités. C'est le cas en ce moment dans le pays d'Haussois-Morvan. Il y a des réflexions sur les friches. Alors bon, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a une littérature sur l'usage des friches pour installer des maraîchers notamment. Ça peut être estimé sur certains territoires, certaines communes, à 30-40% du foncier qui peut être réhabilité avec des clauses, des contrats qui sont variables, des engagements, des mises en débat, conseil municipal. Donc il y a beaucoup de vitalité, ça c'est intéressant. Et puis sur l'installation, sur la question de transmettre, alors c'est ma collègue Annick Sansébé qui travaille spécifiquement sur cette entrée-là, transmettre avec des transitions, c'est-à-dire transmettre un système qu'on peut éventuellement complètement reconcevoir, exploitation spécialisée avec un foncier qu'on redécoupe, avec l'accord bien sûr des cédants. Donc il y a une réflexion dans le Jura, un programme de recherche qui va démarrer sans doute, qui pose la question de la transmission par exemple des exploitations de lait à compter, dont les capitaux sont assez
important pour les repreneurs, et surtout un constat très aussi essentiel, c'est que les repreneurs, les candidats qui se présentent à l'installation, il y a une forme de désajustement, ne souhaitent pas reprendre des systèmes plus intensifs, des systèmes en tout cas lourds, n'ont pas la capacité financière et n'aspirent pas non plus à cette vision d'être agriculteur seul parfois sur son système. Donc il y a toute une réflexion qui va démarrer à la faveur d'un programme européen, conseil régional, qui doit permettre de penser transmission et transition, et donc peut-être relocalisation alimentaire ou agroécologie. En tout cas, c'est bien un des enjeux dont la région se saisit actuellement. Et on devrait organiser, si tout va bien, une journée d'études sur ce thème-là en mars 2000. Le 1er, le 2, les dates sont retenues. On ne sait pas si on le fera en présentiel ou en distanciel. Et donc le 1er de mars, il y aura des journées d'études organisées par un groupe qu'on a au Césaire qui s'appelle Sciences sociales et agriculture, avec un S pour agriculture. Et tous les ans, on organise des journées d'études sur un jour et demi avec des partenaires recherche et aussi des acteurs du développement. L'année dernière, c'était sur la question de l'autonomie en agriculture, et en 2022, ça sera sur celle de l'installation-transmission. Donc des réponses plus précises à venir. Il y a beaucoup de choses très enthousiasmantes. Il y a de la réflexion, il y a du dynamisme sur ces questions-là qui sont à fort enjeu, bien évidemment, sur le choix des modèles, la réflexion de la coexistence des modèles professionnels, puisqu'on a bien des dynamiques d'agrandissement qui cohabitent avec des dynamiques de repartage du foncier. Une question pour Sophie. Alors, mes enfants et ceux de mes amis ont facilement tendance à parler à la maison d'une dimension environnementale évoquée dans les animations périscolaires. Est-ce un biais d'échantillonnage d'après tes résultats, ou bien un aspect de l'intervention punch, entre guillemets, à améliorer ? Tant mieux si les enfants parlent de ces dimensions environnementales. Ils sont aussi capables de parler de santé ou de vitamines. Le problème, c'est qu'il y a un petit décalage probablement entre le discours et la perception profonde de ce que ces dimensions veulent dire, en fait. Et donc, dans certaines études, par exemple, il a été montré que quand on met une étiquette sur un aliment bon pour la santé, ce produit est moins apprécié par les enfants parce qu'en fait, ils ont l'habitude qu'on leur répète régulièrement « mange cet aliment, c'est bon pour ta santé », surtout pour des aliments qu'ils n'aiment pas. Et donc, ils associent le label « bon pour la santé » avec dépréciation hédonique. Donc, qu'ils en parlent, c'est bien. Je pense que le discours construit aussi la pensée. Et donc, c'est un élément qu'on peut se féliciter, enfin, qui est tout à fait positif. Après, il faudrait aller creuser un peu les contenus, puis qu'est-ce qu'ils mettent derrière, en fait. C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'on soit dans la même situation que ce qui se passe pour le bon pour la santé. Si on met bon pour la planète à toutes les sauces et qu'on a un concept un peu vague derrière, et que c'est juste quelque chose qui va leur faire avaler la pilule, entre guillemets, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Alors l'étude Punch que j'ai présentée, elle a été conduite dans 6 restaurants soigneusement échantillonnés de la ville de Dijon, qui n'étaient pas tous des quartiers favorisés. Donc je pense, enfin alors il peut y avoir eu un biais de sélection des enfants qui ont accepté de participer au dispositif d'intervention. Là, l'idée pour la suite du projet, notamment ce qu'on veut faire dans le projet Dijon Alimentation Durable 2030, c'est bien d'essayer d'aller faire une éducation pour tous, qui ne soit pas ciblée que sur ceux qui seraient les plus faciles à convaincre. Et on va regarder aussi avec beaucoup d'attention des situations qui peuvent être assez contrastées quartier par quartier. Il y a une différenciation sociale assez importante en fonction des quartiers. Le taux de fréquentation de la cantine est différent. Les attentes aussi envers la cantine sont différentes, avec des questions qui peuvent être aussi relatives au type de protéines animales qui peuvent être présentées, donc le problème du porc, par exemple, pour ne pas le citer. Et donc, dans ces cas-là, on peut voir que les alternatives en protéines végétales favorisent la fréquentation des restaurants plutôt que défavorisent. Donc, le problème, on va dire, il n'est pas si simple que ça. Il mérite d'être regardé un peu dans le détail pour comprendre vraiment les leviers aussi en fonction de cet aspect-là.
Alors, je remarque une chose, c'est-à-dire que pendant toute cette journée, il y a les questions officielles qui me sont posées. Et puis, en fait, quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur le live YouTube, il y a une forme de bavardage, de blabla. Et en fait, je me rends compte que c'est comme un vrai colloque scientifique, c'est-à-dire il y a des gens qui posent des questions, et puis il y a des petits apartés, on parle entre eux. Donc, je ne vais pas mettre de sanctions, mais je vais dire en off le petit blabla qu'il y a en ce moment ou qu'il y a eu dans la journée, c'est que finalement, et c'est une question qui va s'adresser à Sophie, mais je vais la tourner de manière un peu humoristique finalement. On a parlé tout à l'heure des faillots, on a parlé des légumineuses, et puis en fait, il y a le mot qui a été lâché sur YouTube. Est-ce que finalement, le problème des légumineuses, c'est que c'est comme dans l'imaginaire des enfants, c'est des péteux, hein, voilà, le mot est dit. Et du coup, ma question est la suivante. Si le plaisir est déterminant, si c'est le déterminant qui pousse les enfants à consommer des produits à base de légumineuses, ne faut-il pas travailler avec les cuisiniers et les former pour les aider à valoriser au mieux ces produits? Alors, je pense que vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais est-ce qu'on peut rapporter une précision? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, bon, par rapport au constat des enfants, alors ils peuvent avoir un imaginaire légumineuse égale péteux à partir du moment où c'est un aliment qui est déjà dans leur répertoire alimentaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils en consomment et donc il y a une base sur laquelle on peut aussi construire autour de ça. Donc, je vais plutôt m'en réjouir que m'en offenser. C'est une réalité aussi avec laquelle il sera nécessaire à composer pour justement proposer des recettes adaptées qui puissent limiter ce type de phénomène. Donc, ce qu'on n'a pas dit précisément, c'est que dans le projet TI, on a aussi un partenariat avec le campus des métiers et des qualifications qui est présent sur l'UB, qui est aussi un dispositif du PIA3. Campus des métiers et des qualifications pour agroalimentaire, restauration et hôtellerie. Et donc, on avait bien en tête justement de travailler avec les professionnels pour amener une évolution des gestes métiers envers la préparation de ces produits. Un constat, par exemple, dans la formation des cuisiniers, 80% du temps de la formation est consacré à la cuisson des produits animaux. Et donc, par défaut, 20% pour les produits végétaux. Et donc, si on veut aussi amener une transition dans l'assiette, il faut amener une transition dans ces formations et peut-être inverser ce rapport pour que la conception d'un menu autour des protéines végétales et la façon de cuisiner ces produits deviennent tout aussi naturelles pour les cuisiniers que ça l'est actuellement pour les protéines animales. Donc oui, c'est un des leviers qu'on veut mettre en avant, évidemment, pour assurer la transition. On est plutôt heureux de cette approche sur ces légumineuses et la nouvelle façon de les appréhender. Une question pour Gaëtan que Philippe complétera peut-être. Il va y avoir la création d'un Living Lab dans la food tech, donc dans le cadre du projet Dijon Alimentation Durable en 2030. Pensez-vous que les Living Labs gagneraient à fusionner? Écoutez, nous, on n'est pas du tout fermé à discuter, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est effectivement, il faudrait éventuellement à un moment donné peut-être opérer un rapprochement, discuter entre nous. C'est vrai que nous, on a eu connaissance de l'existence de ce Living Lab. C'est une ouverture. Merci de nous le suggérer. Je vous invite à prendre contact et on va le faire aussi. J'en profite pour aussi signer. En fait, il y a beaucoup de méthodologies différentes dans les Living Labs. Et c'est bien qu'ils bourgeonnent. Il y en a un aussi à l'UMR agroécologie qui est une entrée sciences sociales avec l'étude des transformations de la transition agroécologique par les conflits. Et qui mobilise largement. Donc là, il y a usage de vidéos, témoignages, façon des méthodologies assez différentes des personnes avec lesquelles on travaille. Et je pense que plus il y a de Living Lab, plus c'est intéressant. Oui, je rejoins votre point de vue. C'est vrai que fusionner, si on y trouve un intérêt, mais sinon, il y a aussi un grand intérêt à être pluriel et puis à avoir chacun sa vision des choses, sa façon de travailler. Mais peut-être plus de dialogue, ça c'est certain, ça peut être intéressant.
Alors effectivement, c'est intéressant, on peut rebondir, effectivement, il y a des possibilités multiples. On est en timing à peu près dans les temps, on a légèrement, bon, on est à peu près dans les temps. Et j'aurais une question très très courte pour vous quatre, puisque vous concluez d'une certaine façon cette journée sur les initiatives émergentes. En 3 mots pour vous, alors déjà par rapport à cette journée, mais surtout par rapport aux initiatives émergentes, s'il fallait retenir une chose en 3 mots, quels seraient vos 3 mots pour conclure cet atelier? Alors on commence par qui? Philippe, ou comme vous voulez. Ah, je vois qu'ils prennent des notes. Je n'ai pas préparé cette question. Enfin, je ne leur ai pas dit. Gaëtan, peut-être? Vous me prenez un peu de cours, mais non, il n'y a pas de... Non, mais quelle serait votre conclusion, votre mot de la fin? Oui, bien sûr. Non, c'est une plaisanterie plus qu'autre chose. Alors, ce seraient 3 mots qui se rejoignent. Je dirais participation, démocratie, interpellation. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est un contexte même plus global. Hein. Il est compliqué maintenant, mais ça a toujours été problématique, mais d'autant plus aujourd'hui de faire sans les gens. Je pense on ne peut pas parler des désirs des gens sans demander aux gens quels sont leurs désirs. Je pense qu'il faut prendre en compte les aspirations de vie et puis aller sur le terrain aussi pour comprendre quels sont les freins de chacun. Voilà, donc ce serait, moi, si j'avais quelque chose sur lequel appuyer, c'est ça. Et puis, avec une logique ascendante, c'est-à-dire permettre aux gens qui souhaitent arriver à la vie qui valorise, et bien aussi d'interpeller leurs élus et puis de mettre le politique au service des citoyens, je dirais. Merci Gaëtan. Alors, je ne sais pas, Nathalie peut-être? Oui, je vais un peu dans le même sens. Moi, peut-être j'appuierais sur, bien sûr, le réenchanter le collectif. On le voit dans toutes les expériences, hein, il y a beaucoup de collectifs. J'insisterai sur engagement politique et clarification des enjeux, qui sont des dimensions qui peuvent freiner l'action. Et pour finir, je mettrai l'accent sur une chose positive, des convictions éthiques. La question de l'éthique dans la transformation de nos systèmes comme motif d'engagement dans l'action et reviennent à la charge dans beaucoup d'analyses, en tout cas en sciences sociales, et je pense que c'est bien de creuser cet aspect-là. Merci. Sophie? Oui, moi ce que j'ai retenu de la journée, des différentes présentations, c'est la pluralité des initiatives qui ont été présentées et la richesse, hein, finalement. La notion d'engagement aussi bien citoyen que politique. Et puis, in fine, le souhait peut-être d'aller vers de l'impact, enfin, même si des travaux sont plus à vocation observationnelle, ce qui, je trouve, dénote des travaux tout à fait intéressants. Enfin, on voit que la notion de transition alimentaire, c'est une notion extrêmement fédératrice qui mobilise, peut-être parce que, comme le disait Nathalie, derrière tout ça, il y a des convictions. Donc, je trouve que c'est assez positif, même s'il y a aussi encore beaucoup de chemin à accomplir pour aller vers cet impact. Et pour finir, Philippe, tes 3 mots? D'abord, une vision systémique de la transition alimentaire qui va de l'agricole à la transformation, à la distribution, à la consommation. Premier. Une vision gagnant-gagnant entre acteurs et citoyens. Et sur cet aspect citoyen, trouver les outils et trouver les leviers pour les rendre non seulement bénéficiaires, mais également acteurs. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour cette question subsidiaire qui vient conclure cette présentation. Alors merci à vous 4 pour votre présentation, pour ces initiatives émergentes, et puis merci au public pour toutes les questions qui ont été posées. Donc je vous remercie encore une fois parce qu'effectivement vous étiez la dernière intervention, et finalement je m'étais posé la question avec les organisateurs, je dis la dernière séquence on va être fatigué. Alors on peut pas l'ignorer, on est un peu fatigué, mais finalement en termes d'émulation
passion et de curiosité. On est toujours présent et bien actif. Et pour ça, je vous en remercie pour vos interventions. En tout cas, merci à vous. Et je vais maintenant appeler sur scène Valentin. Valentin qui va nous conclure cette journée au nom de toute l'équipe organisatrice, hein, qui, je le rappelle, c'est 3 UMR qui ont organisé cette journée de la transition alimentaire. Donc l'UMR PAM, l'UMR Césaire et l'UMR CSGA. Pardon. Valentin, à vous la parole. Merci Christophe. Alors je vais être bref parce que la journée a déjà été longue. J'ai juste une remarque et des remerciements à faire. La remarque, c'est que je suis très agréablement surpris parce qu'on avait fait cet appel donc à l'ensemble des collègues de la région qui travaillaient sur l'agriculture, les agricultures et l'alimentation, autour d'un thème finalement assez vaste, qu'on aurait pu dire même vague, la transition alimentaire. Et ce que j'ai pu voir, moi, aujourd'hui, c'est finalement beaucoup de liens entre les présentations. Je vais prendre juste 3 exemples, mais il y en aurait plein, de fils directeurs. Et ça, pour moi, ça annonce une grande richesse de collaboration future et de discussion et de projets en commun qu'on pourrait monter. Un fil évident, c'est celui des légumineuses, légumes secs, les bénéfices agronomiques, la question autour de qu'est-ce qui freine cette consommation à l'aval et voilà. Le deuxième fil que j'ai vu, c'est les liens entre producteurs et consommateurs. Là aussi, quel changement ça amène chez les uns, chez les autres, quelles compétences ça requiert des uns, des autres. Et le troisième fil, c'est à la fois, enfin, c'est l'aspect multicritère finalement, ou on pourrait dire systémique des choses, que ce soit dans l'évaluation qu'on porte ou dans les représentations qu'on se fait de l'alimentation. Donc voilà, pour moi, très, très bonne surprise et très prometteuse en termes de collaboration future. Voilà, alors maintenant je voulais conclure cette journée en remerciant avant tout très chaleureusement l'équipe d'AgroSup Dijon, François Joliot, Fabien Mercier et Mathilde Crou pour le support de cette journée, et avant toute chose toi Christophe pour ton animation. L'ensemble a été d'une qualité impressionnante. Moi j'ai été ébloui par la qualité technique et la qualité d'animation de cette journée, donc merci beaucoup à vous tous. Remercier bien sûr les 4 collègues donc des 3 UMR qui m'ont accompagné dans l'organisation de la journée, Hélène Simonin, Stéphanie Chambaron, Aïvou Femme et Mathieu Dubois de la Barre. Remercier bien sûr la région pour son soutien financier au travers du projet Aliduter qui nous permet d'organiser le séminaire et cette journée. Remercier AgroSup et INRAE. Et enfin, l'ensemble des intervenants à la journée qui ont permis une journée aussi riche. Merci à tous. Merci à vous. Donc, nous concluons cette journée de ce webinaire sur les recherches en région Bourgogne-Franche-Comté sur la transition alimentaire.